Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans cette vidéo, nous allons faire la troisième et dernière partie du deuxième chapitre de géographie sur les mers et les océans. Cette troisième partie, elle s'intéresse à la dimension environnementale et on va se poser la question de comment protéger les espaces maritimes face aux menaces sur l'environnement. Donc c'est le titre de la troisième partie et on va commencer par faire un peu le bilan, le constat de quelles sont les menaces environnementales sur les mers et les océans. Alors, les mers et les océans font face à plusieurs types de menaces. Et la première, peut-être maintenant un peu la plus importante, c'est celle du changement climatique. Le changement climatique a plusieurs, impacts sur, les mers et les océans et un des impacts les plus visibles et les plus importants, c'est la fonte des glaces, notamment en Arctique, mais aussi en Antarctique. Et donc la surface de la banquise, c'est la zone qui est recouverte par la glace, elle diminue, de plus en plus et là, on a une comparaison, c'est des photos, satellites faites par la NASA où on voit, la banquise de l'Arctique en septembre, c'est la même période, hein, sur ces 2 images, mais en septembre 1984 et en septembre 2016 et on voit qu'elle a beaucoup réduit. Cette fonte des glaces a, plusieurs conséquences. Déjà, bah, si toute cette glace qui fond, bah, ça f augmente le niveau de la mer. Donc on constate une élévation du niveau de la mer et ça a des impacts très, très forts sur la population humaine, hein, parce que ça peut faire disparaître des zones habitées. Par exemple, des petites îles, hein, vous avez, en Océanie, qui sont, très peu de mètres au-dessus du niveau de la mer, qui sont menacées. Mais ça peut être aussi des zones comme par exemple les Pays-Bas ou, les côtes même de France ou des États-Unis. Si, la mer monte trop, ça peut menacer, des les zones littorales. Donc ça, c'est une des premières conséquences du réchauffement climatique, c'est la fonte des glaces et donc l'élévation du niveau de l'eau. Mais ce réchauffement climatique a aussi des conséquences sur, l'acidification des océans. L'acidification des océans, c'est au niveau de la composition chimique, hein, ça change et ça fait baisser, l'oxygène dans les océans aussi. L'augmentation, du réchauffement climatique, ça fait augmenter les températures et tout ça, ça a beaucoup de conséquences sur, ce qu'on appelle la biodiversité marine. La biodiversité, c'est la variété des espèces et ça va tuer, bah, par exemple, des coraux, des poissons, et donc une partie de la vie sous-marine. Là, je vous ai mis pour, vous montrer, ça a commencé, hein, c'est pas, une hypothèse, ça a déjà commencé. On a des zones de coraux vivants, c'est très coloré, il y a beaucoup, beaucoup de biodiversité, beaucoup de diversité d'espèces et à cause de toutes ces modifications du climat, ça tue en fait les coraux et les poissons ne peuvent enfin beaucoup moins de poissons peuvent y vivre et là vous avez une zone de coraux morts, ils ont blanchi en fait en mourant. Autre, menace sur les mers et les océans, c'est l'épuisement des ressources. Par exemple, les ressources halieutiques, je vous rappelle, les ressources halieutiques, c'est les ressources de la pêche. On est dans un contexte, une situation où le tiers des espèces sont, menacées par la surpêche, c'est-à-dire on en pêche plus que ce qu'elles se renouvellent, donc elles sont menacées de disparaître. Il y a également l'épuisement des ressources, par exemple en hydrocarbures, puisqu'on exploite des hydrocarbures, mais ça ne se renouvelle pas. C'est une ressource qu'on appelle fossile. Donc on a de moins en moins d'hydrocarbures. Sauf que cette idée des ressources m'amène à une troisième idée, une troisième menace, la menace des catastrophes maritimes, comme les marées noires. Alors j'ai une marée noire, bah, qu'est-ce que c'est? C'est quand, il y a on va dire soit un bateau pétrolier, soit une plateforme pétrolière qui a, un accident ou en tout cas qui a un problème et tout le pétrole qu'il contient se déverse dans les mers et les océans. Là, je vous ai mis, l'exemple de Deepwater Horizon. C'est le nom d'une plateforme pétrolière que vous voyez ici, qui a eu un problème, qui a pris feu et en fait, ça a, abîmé donc la plateforme pétrolière et du pétrole s'est répandu en très, très grande quantité, hein. C'est près des côtes, des États-Unis
C'est en 2010 que c'est arrivé et encore aujourd'hui, hein, plus de 10 ans après, on a encore des effets sur l'écosystème, c'est-à-dire, sur, que ça soit la faune ou la flore, les plantes, les animaux, qui ont été, touchés par le pétrole. Parce que le pétrole, c'est bien sûr, toxique pour les animaux. Là, je vous ai mis une photo d'un oiseau, hein, c'est difficile à reconnaître sous le pétrole. En fait, le pétrole, ça colle un peu et donc ça recouvre les animaux qui peuvent plus s'envoler, qui s'intoxiquent, tous les voilà, les animaux qui en consomment volontairement ou involontairement, meurent et donc ça tue beaucoup d'animaux. Donc c'est catastrophique pour l'environnement. Je vous ai mis une carte ici qui montre les pires, comment dire? Marées noires ou en tout cas perte, oui c'est ça, les pires marées noires, hein, oil spill en anglais, c'est les marées noires. Donc il y en a eu plusieurs, hein, dans le monde entier et ça montre bien que malgré toutes les précautions qui sont prises, hein, les c'est impossible d'éviter totalement, les problèmes. Ici, vous revoyez Deepwater Horizon, de 2010. Enfin, autre problème, hein, ça va être le dernier dont on va parler, c'est celui de la pollution et notamment les océans sont très menacés par la pollution des plastiques. Tous les plastiques, les bouteilles, tous les emballages plastiques se retrouvent en fait pour une partie, dans les océans où, ça crée, c'est un petit nom qui a été donné, c'est, le 5e continent, de plastique. Parce que vous voyez, hein, sur, vraiment une très longue distance, vous avez des zones recouvertes de plastique qui se retrouvent sur les plages, vous le voyez en bas et puis, les animaux, qui croient que c'est des proies, par exemple, les tortues croient que c'est des méduses, essaient de les manger et en fait, bah, meurent, hein, parce que c'est pas fait pour être mangé et ça les tue. Donc voilà, plusieurs menaces qui, explique qu'on a besoin de mettre des mesures de protection. Ces mesures de protection, paraissent actuellement insuffisantes, hein, d'où le titre de cette partie. Parce qu'en fait, face à ces menaces, les différents acteurs, donc les différentes personnes impliquées, doivent trouver, un compromis entre, d'un côté, l'exploitation des richesses, hem, on a parlé beaucoup de toutes les ressources, de tous les, on va dire, les avantages dans la mondialisation qu'avaient les mers et les océans, hein, donc les États ou les personnes ne sont pas prêtes à renoncer à ces ressources, ces richesses, mais en même temps, il faudrait quand même le protéger parce que les conséquences peuvent être dramatiques et donc il y a toutes, des mesures qui sont essayées d'être prises pour, voilà, concilier ces 2 aspects, on va dire opposés. Et donc on va regarder ça par, acteur. Qui prend ces mesures et quelles sont ces mesures? D'abord, il y a des acteurs supranationaux. Donc supra, c'est au-dessus, national, bah, des États, donc des acteurs qui représentent, qui regroupent plusieurs États. Des acteurs supranationaux, c'est des regroupements d'États. Le plus connu, c'est l'ONU, qui regroupe, tous les États du monde, et qui, essaie, de protéger l'environnement de manière générale et y compris les mers et les océans. Par exemple, l'ONU adopte un principe de protection des océans en 2015. Ça montre qu'on s'intéresse à la protection des océans à ce moment-là. Mais c'est pas forcément, que des acteurs, supranationaux qui regroupent tous les États du monde, ça peut être que quelques États et là, je vous donne l'exemple du Conseil de l'Arctique. Avec, les États qui sont en bleu foncé, c'est ceux qui sont membres du Conseil de l'Arctique. En bleu clair, c'est ceux qui sont, observateurs, mais du coup sont moins importants. Ce qui compte, c'est les États membres et ils essaient, les membres du Conseil de l'Arctique, de protéger, l'environnement qui est très fragile, hein, en Arctique, notamment, par exemple, en interdisant certaines zones de pêche pour éviter que tous les poissons soient pêchés et qu'on soit dans une situation de surpêche. Donc déjà, premier type d'acteur. Deuxième type d'acteurs, les États. Et les États, ils peuvent agir de plusieurs manières et une des manières dont ils peuvent agir, c'est en créant des aires marines protégées. Vous, voyez, dans ces cartes qu'on en a un petit peu partout dans le monde, hein, avec, on va dire des niveaux de protection plus ou moins élevés. En jaune, c'est là où il y a le moins de règles de protection, on voit que c'est les plus nombreuses, hein, donc il faudrait espérer que ça se renforce. Une aire marine protégée, de manière générale, c'est une zone de protection où les activités humaines sont limitées par des règles. Et il y en a un petit peu partout dans le monde, pas toujours, très strictes, mais en plus, si on regarde en pourcentage, de la surface des aires et on va dire des océans et des mers dans le monde, si on regarde sur la protection
mondiale, donc celle qui est en vert, on voit qu'on dépasse à peine 1 pour une protection intégrale, heu, donc c'est pas très élevé et si elle est partielle ou intégrale, donc c'est-à-dire, même celles qui sont peu protégées, on n'arrive pas à 4. Après vous avez 2 autres couleurs, c'est par rapport à la Méditerranée, nous on va se concentrer juste à l'échelle mondiale. Donc vous voyez, une protection intégrale, où vraiment il y a pas de l'interdiction de toutes les activités qui vont, on va dire détruire l'environnement, bah, c'est quand même très peu développé. Ensuite, troisième acteur, qui, on va dire, agit pour la protection de l'environnement, ce sont les ONG. Les ONG, c'est les organisations non gouvernementales. Elles n'appartiennent à aucun État. Ce sont, on va dire, des personnes qui s'engagent dans ces associations pour défendre, l'environnement. Je vous ai mis 3 exemples, je vous ai mis Greenpeace, WWF ou Sea Shepherd. Sea Shepherd sont spécialisés, sur la protection des mers et des océans. Et donc ces ONG, elles font, bah, déjà un travail d'information, auprès, de l'opinion publique pour, montrer, les problèmes environnementaux. Ils essaient d'influencer les gouvernements pour, qu'ils prennent des lois, des mesures qui protègent l'environnement et puis ils recourent aussi à ce qu'on appelle l'action directe, c'est-à-dire ils font hem des actions, par exemple, réintroduire des animaux en danger ou, des actions même plus fortes comme, aborder des bateaux de pêche illégales pour les empêcher, par de on va dire de oui, de pêcher dans les zones où ils ont pas le droit et donc voilà, c'est on va dire un aspect plus militant. Alors, donc on a vu 3 types d'acteurs, qui font des choses et c'est bien, mais ça paraît encore insuffisant et pourquoi? C'est parce qu'on est, dans une situation où l'enjeu économique est privilégié pour le moment à l'enjeu environnemental. Et les États, les entreprises, même les individus ne sont pas toujours prêts à changer leurs pratiques et donc il faut, on va dire, voilà, c'est important d'avoir conscience de ces problèmes et d'essayer de les diminuer. Donc voilà, c'est fini pour la partie sur mer et océan, sur le chapitre 2. Et vous savez maintenant que vous avez un devoir sur texte au croquis et donc enfin, cette semaine, vous avez à faire un entraînement. Donc je vous ai remis sur cette diapositive la méthode au cas où vous l'auriez perdue, même si je la remets aussi en pièce jointe. Donc relisez avant de faire l'entraînement cette méthode, comment on fait, on lit le texte en sélectionnant les informations. On réfléchit à comment les représenter en se servant des figurés. Donc il existe des figurés de surface, où on colorie, où on hachure une zone, toujours au crayon. Des figurés linéaires, pour tracer des lignes ou des flèches, ça peut être avec un feutre fin ou un stylo, ou même un crayon, ou des figurés ponctuels, où là c'est des formes géométriques, qui peuvent être hiérarchisées en fonction de la taille ou de la couleur, si nécessaire. Donc ça, c'est comment on représente les informations. Il vous faudra construire une légende organisée en partie, avec une description des figurés qui est développée, qui permet de répondre au sujet. Et enfin, vous réalisez le croquis en faisant, enfin de manière soignée, hein, le plus propre possible, sans oublier, on va dire, voilà, d'avoir, une nomenclature. Ça, je crois que c'est pas la peine sur celui-là, mais il faudra l'avoir en tête pour l'évaluation, c'est-à-dire noter le nom des villes, des pays, que vous citez. Voilà, je vous souhaite, bah, bon courage pour l'exercice et je vous souhaite une très bonne semaine.